Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Alors que le rythme d'engagement de la Marine nationale demeure très soutenu et que nous dépassons encore une fois les contrats opérationnels, nous pouvons nous féliciter que, en 2020, pour la troisième année de suite, le budget de la Marine nationale soit en hausse. Il est, en plus, conforme à la loi de programmation militaire 2019-2025. Je voudrais simplement, dans un premier temps, souligner quelques points de vigilance. Rappelons-nous que la France est en même temps une puissance européenne et mondiale. Mais, me semble-t-il, elle ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer tout son rôle en Outre-mer, qui constitue l'essentiel de sa zone économique exclusive. Le programme des patrouilleurs d'outre-mer, POM, est attendu d'ici la fin de l'année, mais aujourd'hui, sa commande dépend de la levée des réserves. Nous devrons confirmer notre volonté politique de renouveler nos capacités en outre-mer. Mais au-delà de l'outre-mer, c'est aussi notre dispositif pour la métropole qui donne aujourd'hui des signes inquiétants. Un renouvellement de nos patrouilleurs de service public s'impose au plus vite en métropole. Avec les précédentes lois de programmation militaire, baisses répétées de commandes et reports calendaires se sont multipliés. L'outil de production de nos industriels s'est donc adapté. Or, le retour à une phase de croissance suppose des adaptations de l'outil de production qui sont nécessairement longues et complexes. Nos industriels ne peuvent donc pas alors répondre à des demandes urgentes. Un exemple, la politique de commande de munitions mériterait un examen plus approfondi. Faute de commandes suffisantes, la France a du mal à atteindre ses objectifs de stock de munitions. Un exemple que nous pouvons méditer, les Français ont commandé 160 missiles Météor, alors que les Britanniques ont passé, eux, une commande de 600 unités, avec un calendrier bien plus étalé dans le temps. Bien sûr, nous pouvons nous féliciter d'un certain nombre d'aspects positifs. Je pense à des commandes symboliques, 7 avions de surveillance et d'intervention maritime Albatros, des livraisons comme un sous-marin classe Suffren, 2 hélicoptères Caïman Marine, des lots de missiles Aster pour les frégates multimissions. Le gouvernement a en outre pris l'initiative de confier cette année une sous-action infrastructure marine à la marine et non plus au secrétariat général pour l'administration. La marine ainsi donneur d'ordre sur les infrastructures qui la concernent directement. Une autre grande satisfaction concerne le MCO, le maintien en condition opérationnelle. L'investissement reste très soutenu et les crédits du service correspondent à une trajectoire définie par la programmation militaire et sont très cohérents avec les besoins de la marine. Enfin, le plan famille pour les personnels militaires et civils se déploie avec efficacité dans la marine. Je souhaite maintenant évoquer la gestion des ressources humaines dans la marine. Mesdames les ministres, mes chers collègues, il n'y a point de marine sans marin. Or, aujourd'hui, l'attractivité de la vie de marin décroît. La marine se trouve aujourd'hui en situation de sous-effectif, non faute de crédit, mais faute de volontaires pour s'engager sous les drapeaux ou y demeurer. Obstacle à la fidélisation, la perte d'attractivité de la marine n'est pas seulement pécuniaire, elle tient beaucoup au décalage entre ce qui fait la vie de marin et les aspirations de la majorité de nos jeunes Français et Françaises. Les freins tiennent davantage à un manque d'intérêt pour les métiers exigeants en matière de disponibilité, mobilité, imprévisibilité de la charge de travail et de nombreuses contraintes pesant sur la vie de famille. Face aux défis de recrutement et à la fidélisation, des mesures ont été prises. Elles sont multiples. Primes de lien au service, bourses d'études liées à un engagement de service, diversification de l'offre contractuelle, assouplissement de certains critères de recrutement, renforcement de la formation et de la communication, amélioration des soutiens. La mesure la plus emblématique est bien l'extension du système de double équipage aux frégates multimissions. Ce dispositif permet en effet un double effet. Il accroît significativement la présence à la mer de nos navires, 190 jours au lieu de 110, mais il améliore aussi de manière très sensible la vie familiale des équipages grâce à des rotations de 4 mois. En conclusion,
La marine s'adapte et se réorganise pour répondre aux attentes multiples de ces jeunes recrues, mais aussi aux besoins exigeants des missions que le politique lui donne. Rappelons qu'une des grandes adaptations est bien sûr la féminisation des effectifs. Et sur ce point, la marine est en bonne voie. Nous avons déjà eu un équipage féminisé sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Les efforts de la marine pour le recrutement, la formation, la fidélisation méritent d'être soutenus. Victor Hugo disait « La mer est un espace de rigueur et de liberté ». C'est donc, mesdames les ministres, en continuant à exécuter avec rigueur la loi de programmation militaire que la France se donnera les moyens de défendre sa liberté sur toutes les mers du globe. J'émets donc un avis favorable au budget 2020 pour la marine nationale. La parole est à Monsieur Jean-Jacques